Centre national de la recherche scientifique, dans un but de décentralisation, a créé à Marseille le Centre de recherche scientifique industrielle et maritime. Le département des Bouches-du-Rhône a offert pour son installation un très grand local. L'activité du centre se divise en deux. Premièrement, recherche pure dans certains domaines frontières de la science actuelle. Deuxièmement, application de ces résultats pour réaliser un dispositif pratique destiné à résoudre un problème précis posé par l'industrie ou les grands services de l'État. Au stade de la recherche, il ne peut y avoir de spécialisation. Toutes les disciplines peuvent servir. Aussi, le centre comporte plusieurs services se prêtant un mutuel concours absolument nécessaire quand une question est à ses débuts. Commençons par le service de documentation. Il dispose de plusieurs milliers de livres modernes, d'une centaine de revues, de dispositifs de prise, de reproduction et de lecture de microfilms, de photocopies. Il effectue des traductions, fait des échanges de documents et utilise un système de fiches. Le service de documentation s'efforce avant tout d'être un animateur et non pas un tombeau de documents. L'atelier réalise les maquettes des appareils à l'étude, réalise les prototypes des appareils définitifs. Son activité correspond donc bien aux deux caractères du centre, recherche pure et réalisation. À titre d'exemple, on a construit une machine à frapper du modèle normalisé international pour l'étude des vibrations des planchers et de la propagation des bruits. Voici d'autre part la construction d'un microluminosomètre pour l'étude des faibles éclairements et des peintures lumineuses. Voici enfin une série d'appareils imaginés par le centre, puis construits par lui. La grande salle sans écho que représente cette vue permet de procéder dans un espace clos aux expériences d'acoustique dans les conditions où elles se passeraient au sein d'un milieu indéfini. Cet effet est obtenu en éliminant les réflexions sur les parois à l'aide des troncs de pyramides absorbants, emboîtés les uns dans les autres que vous apercevez ici. Le son, pénétrant entre deux troncs de pyramide, y est piégé en quelque sorte et ne parvient pas au récepteur. Voici l'émetteur, chambre de compression à pavillon exponentiel. Les récepteurs que vous voyez à gauche sont en haut un microphone étalon électrostatique et en dessous un microphone électrodynamique. Celui-ci est actuellement couplé à l'émetteur par l'effet Larsen et comme on lui imprime un balancement, vous entendez le ululement de l'effet Larsen. Voici un appareillage pour relever photographiquement les courbes de réponse des microphones ou des haut-parleurs. Et voici une courbe de réponse ainsi obtenue. La salle réverbérante sert surtout à des études sur la décroissance du son après arrêt de la source. Un panneau absorbant placé contre le mur du fond modifie la durée d'extinction du son. Les appareils de mesure sont groupés dans l'antichambre. Vous voyez le spot de l'oscillographe cathodique décrire la courbe d'extinction cherchée que l'on comparera ensuite à celle relative à la salle vide, sans panneau absorbant. La cuvaride, étude d'acoustique architecturale sur maquette. Les ondes sonores sont représentées par des rides sur la surface de l'eau. On allume un arc électrique au-dessus d'une cuve à fond plat transparent. On voit les ombres des rides sur un écran. Ces rides représentent les ondes sonores. Les réflexions des ondes sur un mur blanc provoquent des interférences gênantes. Elles se traduisent par un dessin en damier occupant la plus grande partie de l'écran.
Voici la maquette d'une mauvaise salle de conférence. Voyez l'enchevêtrement des ondes réfléchies. Une étude préalable sur maquette permettrait d'éviter les erreurs de construction. Une surface polycylindrique diffuse les sons uniformément dans toutes les directions. On utilise des murs de cette forme dans les studios de radiodiffusion. Voici une reproduction exacte du mur du théâtre d'Orange. On voit en haut, sur l'écran, que ce mur produit une bonne diffusion de son au-delà de la scène. Dans un nouveau procédé d'étude sur maquette, au lieu de rides sur l'eau, on utilise des ultrasons dans l'air. Un petit haut-parleur émet des ultrasons de 75 kilocycles. Réfléchis par la surface à étudier, ces ondes sont captées par un microphone. Le microphone, mobile, explore le champ sonore par lignes parallèles. Ce microphone commande l'intensité lumineuse d'une petite lampe. La lampe se déplace devant un tambour recouvert de papier photographique. On obtient ainsi une image exacte du champ sonore. Voici le petit haut-parleur. Les sons se réfléchissent sur une surface polycylindrique. Un microphone se déplace devant cette surface. L'appareil se charge et se décharge en plein jour. Son fonctionnement est entièrement automatique. La petite lampe enregistreuse se déplace devant le papier photographique. Exemple d'enregistrement, répartition des ondes sonores dans une salle. Topographie acoustique d'une salle. Ondes sonores émises par un haut-parleur ordinaire. Pour émettre des ultrasons puissants dans l'air, on utilise des cylindres vibrants. Leur principe est simple. Une bobine excitatrice est placée sur le pôle central d'un électroaimant de haut-parleur ordinaire. Une tige supporte un cylindre en duralumin en son centre de gravité. La surface concave émettant les ondes provoque leur concentration en un point. La vibration violente du cylindre est rendue visible par la projection du sable. On étudie la vibration des cylindres par le procédé des figures de sable. Voici un cylindre qui émet un son de fréquence 12 000 par seconde. Par réflexion, sur la plaque inférieure, il se produit des ondes stationnaires. Intensité suffisante pour maintenir un équilibre des objets légers distants d'une demi-longueur d'onde. On peut également atomiser de l'eau avec ce dispositif. Laboratoire d'ultrasons pour l'étude des applications chimiques et biologiques des ultrasons. Voici un émetteur d'ultrasons. Le quartz piézoélectrique est visible à son extrémité.
l'optique émetteur est immergé dans l'eau et la projection de liquide que vous voyez est due à la pression de la radiation ultrasonore qui se réfléchit au fond du cristallisoire. Action décolorante des ultrasons sur une solution de bleu de méthylène. La solution d'un bleu foncé au début devient de plus en plus pâle et finira par être absolument incolore. Préparation d'une émulsion de mercure dans l'huile. On verse dans un tube à essai le mercure et l'huile. On présente ce tube dans le faisceau ultrasonore. Il y a cavitation dans le liquide et celui-ci se teintre de gris par suite de la formation de l'émulsion de mercure. Autre application des ultrasons, étude de la répartition des pressions sur une maquette d'avion placée dans une soufflerie, ou de la répartition des pressions sonores dans une salle. Montage avec miroir, source lumineuse, fente réglable, observation directe et enregistrement photographique pour mettre en évidence des variations d'indices de réfraction de l'air. Par exemple, faibles variations de température produites par la chaleur de la main sont visibles sur le miroir. On peut obtenir par cette méthode l'image directe des ondes ultrasonores. Cet appareil est un diffusiomètre universel, destiné à la détermination des constantes de diffusion des matériaux. Il comprend deux arcs d'ellipse, dont l'un est mobile autour d'un axe vertical. Ces arcs servent de guide à de petits miroirs qui renvoient la lumière d'un projecteur sur l'échantillon à étudier, puis la lumière diffusée par celui-ci vers la cellule photoélectrique. Vous voyez ici un nouveau type d'appareil photographique panoramique, constitué essentiellement par deux cônes réfléchissants, séparés par un sténopé muni d'un obturateur. Le schéma montre un rayon lumineux se réfléchissant sur le cône supérieur, traversant le petit trou, subissant une seconde réflexion sur le cône inférieur pour aller former une image sur le film qui est enroulé concentriquement. Voici les diverses pièces constitutives de cet appareil, le film sortant de son logement et un cliché positif obtenu d'après le film. En lui superposant le cliché des trajectoires du soleil chaque mois, on détermine les durées d'ensoleillement. Application évidente à l'urbanisme. Voici un appareil destiné à mesurer la transparence des clichés photographiques de raie spectrale. Un pinceau de lumière traverse le film. Il tombe sur une cellule photoélectrique dont le courant fait tourner le cadre d'un galvanomètre et le déplacement de son spot est enregistré sur un cylindre dont la rotation est commandée par le déplacement du cliché. La courbe obtenue indique les variations de transparence du cliché. Ce montage photométrique est destiné à la comparaison de lumières de couleurs différentes dont on fait varier l'intensité par le déplacement de chariots portant des miroirs et des filtres colorés.
La tension alimentant les lampes doit être soigneusement contrôlée, au moyen d'un régulateur commenté par ce tableau. Un annexe du laboratoire de photométrie est équipé avec une sphère en maçonnerie de 3 mètres de diamètre. Cette sphère a permis d'étudier l'éclairement de vastes hangars en y disposant des maquettes de ces hangars et en déplaçant les cellules photoélectriques à l'intérieur des maquettes. La sphère permet aussi la mesure des flux émis par des sources lumineuses. On vise à travers une petite ouverture l'éclairement en un point de la paroi. On mesure ainsi avec précision les flux lumineux émis par des lampes. Spectrographe à réseau concave. Il se compose d'une source S envoyant la lumière complexe sur le réseau grand R, qui est une surface métallique striée de 800 traits par millimètre. Le réseau décompose la lumière complexe en lumière violette, bleue, verte, jaune, orange et rouge. Chaque composante est diffractée dans une direction déterminée. Le réseau étant concave, ces diverses composantes sont observées le long d'un cercle de Roulande. Un appareil P permet de photographier les diverses composantes de la lumière. On peut utiliser un réseau concave sans optique, ce qui permet d'étudier des spectres de l'ultraviolet à l'infrarouge. Le spectre de raie que vous allez voir défiler en haut est celui du mercure. Remarquez la brillance des raies par rapport au fond continu. La raie bleue du mercure est étroite pour une tension faible. Elle s'élargit quand on augmente la tension, puis elle se renverse. Sa partie centrale devient moins brillante que ses côtés. Ce phénomène dû aux couches superficielles froides absorbantes illustre la loi de Kirchhoff. La salle des tests collectifs où l'on travaille en particulier en liaison avec l'Institut de biométrie et l'Office départemental d'orientation professionnelle. D'autre part, plusieurs salles sont réservées aux tests individuels. Test du tourneur, mettant en évidence l'habileté et la sûreté manuelle. Test d'aptitude à la formation d'images géométriques. Mesure des temps de réaction auditifs et visuels. Une salle est consacrée aux tests pour aviateurs. Des lettres, des avions, sont projetés sur un écran au moyen d'un appareil spécial. Le sujet regarde les lettres ou les formations d'avions et doit les noter. D'autre part,
Un tableau permet d'envoyer des signaux sonores ou lumineux auxquels le sujet doit répondre avec les mains ou avec les pieds. Envoi automatique des signaux. Deux sujets peuvent travailler en même temps. Voici des compteurs qui enregistrent les réponses et les fautes. Mesure du seuil de vision nocturne au laboratoire d'optique. Une lanterne éclaire une petite surface placée au fond d'une demi-sphère, éclairée intérieurement et qui reproduit le ciel nocturne. L'observateur regarde ce test de vision se détachant sur le fond de la sphère. Ce test est un triangle. Il y en a plusieurs que l'on observe successivement. Un moteur déplace un système qui fait varier son éclairement. Pour l'instant, l'éclairement diminue. Et le test apparaît plus foncé que le fond. On note le moment de l'apparition, puis faisant tourner le moteur en sens inverse, l'observateur voit alors le test disparaître, puis réapparaître en plus clair que le fond. On note encore l'éclairement correspondant à cette apparition. Le résultat de l'observation des différents triangles permet de qualifier la vision nocturne du sujet par les dimensions des tests vus en fonction de leur contraste avec le fond. La mesure du seuil de visibilité différentielle, c'est-à-dire de la sensibilité au contraste, se fait aisément avec cet instrument. Le sujet voit une plage lumineuse au centre de laquelle il est possible de créer une petite tache, un peu plus claire par le moyen d'un diaphragme étalonné. La mesure consiste à régler la luminosité de la tache centrale pour qu'elle soit juste perceptible. Seuil d'audibilité. Il se mesure dans une petite chambre sans écho parfaitement isolée des bruits extérieurs. On y pénètre par des sas successifs. Elle est utilisée pour l'étude des seuils d'audibilité, liaison entre l'acoustique et la physiologie. Le sujet écoute les sons émis par ce haut-parleur et manipule un interrupteur électrique quand il les entend. Lorsque le sujet manipule l'interrupteur, une petite lampe s'allume dans la salle de mesure. On affaiblit le son et on recommence l'expérience. Les seuils d'audibilité sont ainsi mesurés en fonction du ton. Ils dépendent naturellement de l'état du sujet. Certains excitants, comme le tabac, abaissent le seuil. Le seuil varie avec la forme du signal sonore. Électroencéphalographie. Dans cette cage de Faraday, entièrement de tôle de cuivre rouge, on fait des études d'électrobiologie. Vous allez voir l'enregistrement d'un électroencéphalogramme. Un casque est placé sur la tête du sujet. Les électrodes sont fixées sur ce casque.
l'opérateur va dans une salle voisine où se trouvent les appareils corrects d'enregistrement fournis par le laboratoire voisin d'électroacoustique. La courbe enregistrée apparaît sur un tambour phosphorescent. Ce sont des fuseaux d'ondes alpha. La fréquence des ondes alpha est de 10 par seconde environ dans le cas d'une personne normale. Vectocardiographie auriculaire. Les tensions électriques que produit le cœur au cours de sa contraction sont recueillies sur le sujet au moyen d'électrodes placées sur la peau en des points convenablement choisis. Ainsi, si l'on place une électrode près de l'épaule gauche, O, et l'autre près de l'épaule droite, 1, on obtient un électrocardiogramme tel que celui-ci. Il est caractérisé par des impulsions appelées P, Q, R, S, T qui se reproduisent périodiquement. Dans le domaine de la cardiologie, ce sont surtout les phénomènes ventriculaires Q, R, S, T qui retiennent l'attention. Les difficultés techniques limitent l'étude de l'impulsion auriculaire P qui ne donne qu'une faible tension. Grâce à un appareillage plus perfectionné, réalisé au centre, on a accru l'amplification de l'impulsion P. Voici l'enregistrement de P obtenu dans le plan frontal. Et l'enregistrement de P dans un plan perpendiculaire. L'appareil permet de composer automatiquement ces deux impulsions, PP'. Et vous voyez en ce moment cette composition, ce tracé. C'est une courbe fermée caractéristique que l'on nomme vectocardiogramme. Voici un enregistrement au ralenti. Le spot part du point Q, décrit l'impulsion R, dont le tracé qui ne nous intéresse pas sort de l'écran, décrit S, revient au voisinage de Q pour décrire la branche T qui monte, puis redescend, remonte, revient en Q pour décrire enfin la boucle caractéristique P. Les coupures qui se trouvent sur la courbe correspondent à des intervalles de temps égaux de 1 centième de seconde. Pour préciser le sens de rotation, le début du trait est plus épais. Ces deux renseignements augmentent l'intérêt que présente le diagramme. Ce problème de vectocardiographie auriculaire a pu être résolu grâce au laboratoire d'électroacoustique qui a su réaliser une amplification à la fois considérable et correcte. Vous voyez, dans la réalité, comment apparaît sur l'oscillographe cathodique le battement du cœur dont vous venez de voir l'enregistrement au ralenti. Le laboratoire de chimie est une annexe indispensable d'un centre de recherche. Celui-ci, en plus des interventions courantes demandées par les autres laboratoires, est spécialisé dans les études intéressant l'huilerie marseillaise, dans des problèmes d'état de surface et de corrosion qui sont d'ailleurs liés. État de surface, au laboratoire des états de surface, on étudie en particulier des macrosurfaces dont la topographie est réalisée à une échelle visible et bien connue. La répartition de la lumière que diffusent ces surfaces caractérise leur topographie. On l'étudie avec un diffusiomètre dont voici un modèle presque schématique. Deux bras mobiles portent respectivement une source lumineuse et une cellule photoélectrique. Un ampèremètre indique pour une position de chacun d'eux l'intensité de la lumière diffusée. On étudie ainsi, par comparaison avec des modèles, l'état de surface d'un échantillon métallique donné. Ainsi, de l'aluminium attaqué par de la soude ou de l'acide chlorhydrique donne le même effet qu'une surface formée de billes ou de cubes. Ce que confirme d'ailleurs le microscope électronique
À gauche, attaque par la soude. À droite, attaque par l'acide chlorhydrique. Le centre possède 2 laboratoires d'essais de corrosion en mer. Voici la mise en place des échantillons de peinture anticorrosive. Au bout d'un certain temps d'exposition, on retire les plaques. Sur certaines plaques, on constate la présence de mollusques et de végétaux marins, et en particulier des serpules. Sur d'autres plaques, au contraire, recouvertes de peinture anti-fouling, le développement d'êtres vivants est presque nul. L'étude particulière des salissures de carène se fait au laboratoire de biologie. Les plaques, immergées, sont recouvertes d'une pellicule microbienne qui est prélevée et dont on fait des cultures. Le développement des colonies microbiennes dépend de la peinture. Elle décroît quand la proportion de toxiques augmente. Parmi les bactéries présentes dans l'eau de mer, certaines espèces ont une importance particulière à l'égard des phénomènes de corrosion et de salissure. En particulier, la bactérie anaérobie Sporovibrio désulfuricans qui transforme les sulfates naturels en hydrogène sulfuré. D'autre part, le laboratoire a été amené à étudier biologiquement des aérosols produits pour des recherches physiques différentes dans un laboratoire voisin. Ils sont obtenus en faisant jaillir des étincelles électriques sur une solution aqueuse de pénicilline. L'étincelle produite par une bobine de Ruhmkorff éclate entre la pointe P et la surface S d'une solution saline contenue dans une cuve C. En fermant l'interrupteur I, on fait passer le courant dans un sens favorable et l'étincelle éclate. Elle fait jaillir de la surface liquide S un fin brouillard qui se répand dans l'air à la manière de la fumée de tabac et que l'on nomme un aérosol. Si le liquide contient un médicament, par exemple de la pénicilline, celui-ci est entraîné dans l'aérosol sous forme de particules microscopiques qui peuvent pénétrer jusqu'au fond des voies respiratoires et y réduire les infections microbiennes. Pour vérifier que la pénicilline n'est pas abîmée par l'étincelle, on introduit dans la cellule de pulvérisation quelques gouttes de pénicilline. On relie le pulvérisateur à une enceinte dans laquelle est placée une boîte de pétri ensemencée de staphylocoques. Le brouillard est entraîné dans l'enceinte où il se dépose lentement sur la plaque de gélose ensemencée. On retire la boîte de pétri.
et on la place dans une étuve où elle reste pendant 24 heures à une température favorable au développement microbien. On constate que dans la boîte de pétri traitée, aucune colonie microbienne ne s'est développée. Voici une réalisation d'un appareil médical pour le traitement des voies respiratoires. Les rayons X, vus de différents tubes servant à prendre des diagrammes. Avant de mettre un tube en route, on vérifie son vide au moyen d'un tube à électrode excité par une petite bobine d'induction. Cette lueur disparaît quand le vide est suffisant. On commence par chauffer le filament. Puis on règle le courant dans le tube qui est lu sur ce milliampère-mètre. Montée de la tension appliquée au tube. On monte jusqu'à 45 000 volts. Pour prendre un diagramme, on sort le porte-film du tube. On enlève la cassette du porte-film. On vérifie, sur un écran fluorescent, la bonne position et l'intensité du faisceau. On met l'échantillon en place. C'est ici une éprouvette d'aluminium à gros cristaux. On remet la cassette porte-film en place et on fait la pose. Quand la pose est finie, on décharge le condensateur. Voici des exemples de diagrammes de diffraction obtenus avec un rayonnement polychromatique. La forme, l'aspect et le nombre de ces taches renseignent sur l'architecture cristalline du métal. Ces autres diagrammes, pris avec un rayonnement monochromatique, permettent de suivre les variations des paramètres cristallins au cours des transformations industrielles. Mise en route d'un autre type de tube avec monochromateur. Vérification du réglage du monochromateur. Mise en place de la chambre cylindrique porte-film. Il s'agit maintenant, ici, d'un tube moderne du type pour contrôle industriel. Réglage de la position du faisceau. Puis, mise en route du générateur. Billage d'une éprouvette pour en déterminer la dureté. L'éprouvette est placée sous un cône de diamant. On applique une première pression avec une grosse vis. Puis la pression utile qui fait dévier le comparateur quand le cône de diamant s'enfonce dans l'éprouvette. On décharge cette éprouvette, on la retire, on l'examine,
La profondeur de l'empreinte lue au comparateur donne la dureté. Voici des fours de traitement thermique des échantillons. Contrôle à vue de l'état des baguettes chauffantes. Moulage d'une éprouvette pour examen micrographique. Notre dernière visite sera pour le laboratoire de l'arc électrique. On y étudie théoriquement et pratiquement le fonctionnement de l'arc mis dans les projecteurs. Sa brillance, en effet, se rapproche de celle du Soleil. La lampe à arc se trouve placée sous la hotte, au centre du laboratoire. Anciennement, l'arc électrique s'établissait entre deux charbons homogènes horizontaux. Quoique bien supérieure à celle des lampes à incandescence, la brillance ne dépassait guère 160 bougies par millimètre carré. Actuellement, on utilise des charbons spéciaux, plus petits, avec une mèche minéralisée. Ils supportent une grande intensité de courant. Cette lampe expérimentale comporte un charbon positif de 13 mm et un charbon négatif incliné à 30 degrés. Le troisième charbon est utilisé seulement au moment de l'amorçage de l'arc. La menée du courant sur le charbon positif se fait par un contact à réfrigération à eau, tandis qu'une tuyère au-dessus, également refroidie à eau, aspire la flamme. Au point de vue électrique, l'arc se comporte comme un conducteur mobile. Dans cette expérience, un champ magnétique transversal est produit par une bobine. Sa direction est perpendiculaire au plan des deux charbons. Le trajet des électrons se trouve modifié. Sans champ magnétique, avec champ magnétique. Sans champ, avec champ. Sans champ, avec champ. Sans champ. On étudie la répartition des brillances dans le cratère et dans la flamme en projetant sur un écran les images de l'arc vues de face et vues de côté. Telles sont les images renversées ainsi obtenues. Le point noir que vous voyez sur l'écran est un trou derrière lequel est une cellule photoélectrique. On explore le cratère et la flamme en déplaçant leur image. Un spot mobile sur une échelle graduée indique directement les brillances en bougies par millimètre carré. Grâce à des perfectionnements récents, les lampes à arc sont les sources de lumière les plus brillantes. Elles permettent même d'atteindre la brillance du Soleil, soit 1500 bougies par millimètre carré. Notre rapide visite du centre de recherche de Marseille est terminée. Documentation et ateliers, acoustique et ultrasons, photométrie et éclairage, rayons X, chimie et état de surface, corrosion et biologie, psychotechnique, sans parler du laboratoire de mathématiques, autant de services travaillant en équipe, échangeant leurs moyens et leurs disciplines, en s'efforçant tous de mettre beaucoup de science, mais pour travailler dans le réel, en contact étroit avec les utilisateurs. Ils tâchent ainsi de réaliser la belle formule de Pasteur. Il y a la science et il y a les applications de la science.